Mesdames et messieurs, bonjour, il est 12 h, merci de nous retrouver. Voici l'essentiel de l'actualité de ce mercredi 19 décembre. Air Algérie inaugure la première desserte reliant Alger à la ville belge de Charleroi. Le vol inaugural a eu lieu hier. La compagnie assure désormais cette desserte à raison d'une fréquence bi-hebdomadaire. El Oued enregistre un flux important de Tunisiens via son poste frontalier. Ils viennent s'approvisionner chez nous en toutes sortes de marchandises. Un commerce qui nous sert également puisque 80% des bénéfices des commerçants sont réalisés avec eux. Et enfin, le 13e Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes s'est ouvert hier à l'Opéra d'Alger. 13 pays y participent. Les pays invités devront présenter des programmes de musique traditionnelle datant du Moyen-Âge. Bienvenue à tous. On ouvre ce journal avec le volet coopération. La 5e session de la commission mixte de coopération algéro-maltaise se tiendra aujourd'hui à La Valette. La délégation algérienne à cette session, composée de représentants de plusieurs secteurs, sera conduite par le ministre de l'Énergie Mstafa Guitouni en sa qualité de coprésidente de la commission côté algérien. Cette 5e session de la commission mixte algéro-maltaise sera l'occasion pour les deux parties de passer en revue l'état de la coopération bilatérale et les perspectives de leur renforcement. Je vous le disais en titre, une nouvelle ligne aérienne a été inaugurée hier par la compagnie nationale Air Algérie. Il s'agit du vol Alger-Charleroi en Belgique. Cette desserte avait déjà été desservie par la compagnie il y a une vingtaine d'années, puis interrompue. Désormais, 2 vols par semaine seront assurés. Les détails avec Karim Haïfa. Plusieurs passagers, en majorité des ressortissants algériens vivant dans la région de Charleroi et les villes avoisinantes, ont pris le vol inaugural Alger-Charleroi en compagnie d'une délégation de responsables algériens, à leur tête le PDG d'Air Algérie. Air Algérie qui assure désormais cette desserte à raison d'une fréquence bi-hebdomadaire avec une offre annuelle vers cette destination qui s'élève à 21 000 sièges pour un potentiel de près de 25 000 passagers, et ce, à bord d'avions de type Boeing 737. L'inauguration aujourd'hui de ce vol entre dans le cadre de la stratégie d'Air Algérie qui consiste à répondre aux demandes incessantes de la communauté algérienne établie en Belgique, notamment à Charleroi et sa région, pour avoir des vols directs à partir de cette ville vers l'Algérie. C'est aussi d'alimenter le hub d'Alger pour les vols en continuation vers l'Afrique. Alger est pour nous une destination stratégique par rapport à l'Afrique, ou en tout cas à l'Afrique subsaharienne. Et donc je vois de l'ensemble de ces éléments ce qu'on appelle du développement avec des effets collatéraux. On n'est qu'au début d'une très grande richesse pour les uns comme pour les autres. C'est aujourd'hui 2 vols par semaine. Et vous verrez très rapidement, on ira plus loin que cela. Ça commence toujours par le début. Et le début, c'est ce qui vient de se faire ici aujourd'hui. La nouvelle desserte s'ajoute aux 3 vols hebdomadaires de la compagnie nationale desservant la capitale belge, permettant à Air Algérie de relier ce pays sur une fréquence quasi quotidienne. Les projets de réalisation d'une gare principale et l'achèvement de la ligne ferroviaire reliant Tissemsilt aux wilayas limitrophes enregistrent un taux d'avancement très appréciable, des projets qui permettront de développer le transport et booster l'économie des régions desservies. Le reportage de Fatiha Bouarab, commentaire de Nsine Ben Saïdi. Figurant parmi les plus grands projets, le chantier de réalisation de la ligne reliant la wilaya de Tissemsilt aux wilayas limitrophes avance à pas de géant avec un taux d'avancement estimé à 85%, un projet qui contribuera sûrement à l'essor économique dans la région. Ce projet connaît un taux d'avancement très favorable. Il faut savoir que le délai contractuel est en juin 2019. Nous espérons livrer les travaux avant cette date. Situé au chef-lieu de la wilaya de Tissemsilt, le projet de réalisation d'une gare principale connaît aussi un taux d'avancement des travaux très favorable. La gare ferroviaire de Tissemsilt sera dotée de tous les aménagements nécessaires et offrira un service public de qualité. Cette station servira aussi pour le transport de la marchandise puisqu'elle dispose de 5 stations. Ce projet permettra d'améliorer la qualité du transport d'une part et contribuera à désenclaver la région et à booster l'économie nationale d'autre part. Cette ligne ferroviaire pour le transport des voyageurs et de la marchandise sera moderne et électrifiée, rapprochera davantage Tissemsilt d'Alger, ouvrira de larges perspectives de développement dans la région et contribuera à son désenclavement.
Et zoom à présent sur l'un des ports les plus actifs du pays en ce moment, un port moderne. Il s'agit du port de Djenjen à Jijel, un port qui enregistre actuellement une augmentation de marchandises destinées à l'exportation. Le reportage est signé Saïda Mayouf. Le port de Djenjen à Jijel, un des plus grands ports commerciaux en Algérie avec une superficie dépassant les 40 hectares, mise désormais fort sur les exportations hors hydrocarbures et ce compte tenu de la baisse enregistrée en matière d'importation de véhicules. Le port de Djenjen a mis à la disposition des exportateurs l'ensemble des commodités pour augmenter leur capacité et avoir un rendement favorable à l'export. Actuellement, nous avons exporté via le port de Djenjen une quantité, on va terminer avec 450 000 tonnes du clinker. Pour l'année prochaine, on aura, Inch'Allah, vers 2,5 millions de tonnes du clinker. L'entreprise portuaire de Djenjen compte ainsi réaliser des chiffres d'affaires records dans les échanges commerciaux en offrant de nombreuses facilitations à ses partenaires versés dans les opérations d'exportation, notamment le ciment et le liège. C'est la 7e opération d'exportation. Donc là, il y a le navire en face qui vient prendre une cargaison de 35 000 tonnes, plus ou moins 10% du clinker. Cette cargaison, elle est à destination de la Côte d'Ivoire. L'entreprise portuaire, elle est là, elle nous assiste, elle est là à l'écoute. Alhamdoulilah, on n'a jamais eu de problème. On est des exportateurs de granulés et de liège. On a commencé la première opération sur le port de Djenjen à partir de fin d'octobre, avec une quantité de 195 tonnes vers le Portugal. On a choisi le port de Djenjen parce qu'on a trouvé des facilitations extraordinaires avec l'administration douanière et la PAF et même les services des phytosanitaires. La seule chose qui nous a plu ici sur le port de Djenjen, c'est que les responsables du port de Djenjen, ils ont fait une opération pilote. Ça veut dire le problème de la logistique. Et ils prennent en charge tous nos produits. La croissance du port de Djenjen est ainsi impulsée par les exportations hors hydrocarbures, une option qui s'inscrit en droite ligne avec les orientations des pouvoirs publics afin de booster l'économie nationale. Oued-Souf accueille ces dernières années via le poste frontalier de nombreux Tunisiens qui viennent pour la majorité chargés de la marchandise. Ils sont pour la plupart d'entre eux des commerçants et viennent s'approvisionner chez nous en raison des prix attractifs de nos produits. Des centaines de voitures traversent quotidiennement la frontière, un échange qui arrange aussi nos commerçants qui disent réaliser 80% de leurs bénéfices avec les Tunisiens. Le reportage est de Naïm Al-Walish. Ville frontalière avec la Tunisie, Oued-Souf est devenu un véritable havre commerçant pour les centaines de Tunisiens qui s'y déplacent au quotidien pour s'approvisionner en denrées de tout genre. Les 400 voitures qui y pénètrent sont très visibles, surtout au marché où les Tunisiens achètent tout, absolument tout, à des taux records de 80% moins chers que chez eux. Je viens une fois par mois, j'achète un peu de tout, des aliments, du linge. Je viens de la ville de Gafsa, nous faisons les courses une fois par semaine, puis repartons les vendre chez nous. Et c'est ça notre travail, nous faisons des va-et-vient. Les Tunisiens qui se sentent chez eux dans le grand souk du Souf empilent des fagots entiers de l'alimentaire en passant par le linge, la literie, la vaisselle, bref, tout ce qui s'achète est chargé et pour leur consommation personnelle et pour leur commerce dont la marge peut atteindre les 30%. Nous venons régulièrement en groupe et par bus tunisien à partir de Djerba. Nous faisons ce voyage depuis 2011 pour acheter plein de marchandises que nous vendons dans nos magasins respectifs en Tunisie. Ce que nous gagnons, ça dépend des jours, du taux de change. Il arrive qu'en une semaine, nous gagnons 2, 3, 4 millions. Je travaille et vends chez moi à la maison. Mes clients sont des proches, des voisins, des amis.
Entretenant de très bonnes relations avec les clients tunisiens, les commerçants du Souf avouent qu'ils tournent à 80% grâce à leurs voisins fidèles et potentiels acheteurs. Nous travaillons beaucoup avec les Tunisiens. Une cinquantaine d'entre eux me visitent tous les jours que Dieu fait. Nous avons de très bonnes relations avec eux. Sans les Tunisiens, nous commerçons, nous fermons boutique. Le gros du commerce est avec eux. Al-Wad, c'est comme si vous étiez en Tunisie. On aimerait bien qu'il y ait davantage de facilité pour la circulation et les échanges des gens et de la marchandise. Échange antique, le commerce permanent et fraternel entre l'Algérie et la Tunisie a encore de beaux jours devant lui. La CNAS a organisé une journée d'études régionales sur l'évaluation des risques professionnels. Il y a quelques jours à Oran, le nombre des accidents de travail a baissé par rapport à l'an dernier selon son bilan. Un des secteurs le plus touchés, c'est celui du bâtiment. Naïma Haouch. À Oran, plus de 2000 accidents de travail, dont 26 mortels, ont été enregistrés par la CNAS durant l'année en cours. L'évaluation des risques professionnels, outil indispensable de prévention, est le maître mot des campagnes de sensibilisation engagées par la CNAS au profit des employeurs et des employés. Des experts en hygiène et sécurité mettent justement l'accent sur l'intérêt de cette évaluation pour la santé et la sécurité du travailleur et la gestion, entre autres, des risques professionnels. La stratégie de la CNAS, elle a complètement évolué vers une démarche proactive. C'est-à-dire, on n'attend pas. Le service de prévention تاعنا يخرج باش يحسس هادو les entreprises qui sont sur le terrain, surtout les entreprises اللي نشوفوا باللي عندهم صراو des accidents de travail اللي طالع عندهم le nombre d'accidents de travail طالع يخرجوا dans un cadre de prévention. En 2017, on a dénombré 2394 accidents de travail, dont 28 mortels. Les secteurs du bâtiment et des travaux publics restent les plus touchés. Pour plus d'efficience en matière de promotion de la prévention des risques professionnels, la CNAS a implanté depuis 2010 une nouvelle approche par ciblage axée sur l'assistance des entreprises ayant enregistré un nombre important d'accidents du travail durant une période de 3 ans. C'est une démarche qui va nous aider à voir clair dans le plan d'action de l'entreprise. La démarche s'appuie, comme je l'ai dit, sur l'observation des travailleurs, identification des risques. Nous tentons de façon générale d'impliquer le partenaire social, à savoir les représentants des travailleurs, pour qu'ils soient conscients des risques et pour qu'ils participent à travers les commissions d'hygiène et de sécurité qui se trouvent au niveau des entreprises et qui ont un grand rôle dans le suivi des mouvements quotidiens des travailleurs en leur prodiguant des conseils pour leur propre sécurité. L'information et la sensibilisation sur les sites des travailleurs aux risques relevés et l'accompagnement de l'entreprise pour la mise en œuvre de plans de prévention sont un rempart visant à réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles. La région de Tarat est en ce moment la destination de plusieurs éleveurs de cheptel. Ils viennent des différentes wilayas du pays. Pourquoi? Eh bien parce que Tarat est la région pastorale par excellence dans la wilaya d'Ilizi. Le commentaire de Hassiba Abdallah. Depuis le début de la saison de pâturage, Tarat accueille chaque jour plusieurs centaines d'animaux d'élevage. Certains éleveurs viennent de loin, transportant leurs cheptels dans des camions pour arriver jusqu'à cette région frontalière de la wilaya d'Ilizi. Je suis venu de la wilaya de Djelfa et je suis très satisfait. En tant qu'éleveur, je me rends là où je peux nourrir mes bêtes. Nous, les éleveurs, nous nous déplaçons souvent partout. Nous pouvons être à Béchar, à Tindouf, là où il y a du pâturage. Nous avons été bien reçus par les habitants d'Ilizi. Ils sont accueillants et d'une gentillesse remarquable. Ils étaient très heureux de nous recevoir. Vu le nombre important de ces bêtes, les services de conservation des forêts ainsi que les services de la chambre agricole travaillent ensemble pour éviter le surpâturage. Sur le terrain, les cadres passent leur temps à expliquer aux éleveurs l'importance de cette couverture végétale pour l'équilibre écologique. Nous les sensibilisons par rapport à l'importance de ces pâturages. Nous voulons éviter le surpâturage pour le bien de tous. Nous essayons juste de piloter cette opération.
Nous avons demandé à plusieurs reprises de classer la wilaya d'Ilizi en tant qu'une région pastorale, surtout que nous accueillons un nombre important d'éleveurs venus des autres wilayas, à l'exemple de Larwat, Djelfa, Ourgla et même d'El Beyid, ce qui témoigne de l'existence d'une richesse pastorale, notamment dans la région de Tarat. Et en parallèle avec le début de la saison de pâturage, le Fonds national de développement rural a octroyé aux femmes de la région de Tarat des aides pour l'élevage des chèvres. Dans l'actualité internationale, la trêve entrée en vigueur hier à Hodeïda, principal front de la guerre au Yémen, est fragile. Selon la coalition menée par Riyad al-Shura, si les rebelles continuent à la violer, si les Nations Unies tardent à intervenir, le redéploiement des forces en présence dans la ville de Hodeïda et dans les 3 ports environnants serait achevé dans un délai de 21 jours selon l'ONU, qui doit d'ailleurs réunir aujourd'hui les parties en conflit au Yémen par téléconférence pour discuter de cette opération. Début du 2e tour de l'élection présidentielle au Madagascar. L'ancien président Marc Ravalomanana et l'ancien président de la transition Andry Rajoelina s'affrontent dans un duel final qui attire plus de 9 millions d'électeurs. Retour au pays, c'est la période des fêtes de fin d'année. Direction Territ et Bniabès, 2 régions phares de notre pays en cette période. 2 perles qui méritent le détour. En plus du paysage féerique, ces 2 oasis offrent un dépaysement total. Yasmine Chouir. Le désert algérien, à l'instar de Béchar, est une des destinations les plus prisées en ces périodes de fin d'année. Tarit ou encore Bni Abbas, la position géographique de ces oasis leur confère le statut de portail du désert. Les dunes, les palmeraies, les costumes ou encore la gastronomie qui en font un musée à ciel ouvert. C'est vrai qu'ici on a la chance, tant au niveau accueil qu'au niveau sécurité, c'est qu'on vient chez des gens que lui connaît. Et donc ça c'est vraiment une richesse. Et entre autres on a la personne qui est derrière vous, Zakaria, qui est une des connaissances justement. Et c'est une personne qui nous a fait découvrir ici Bniabès et c'est très très intéressant. L'Ersal de la région, toujours empreint de l'âme des anciens, offre aux visiteurs une occasion de marcher sur les pas des ancêtres. Imaginez quel était leur quotidien entre les dédales des ruelles en terre rouge. Et pourquoi pas profiter de l'accueil des nombreuses maisons d'hôtes qui ont su restaurer ce patrimoine pour faire revivre aux touristes une immersion totale dans ce qu'était la vie en ce lieu. هو نجمو نقولوا هو الممثل نتاع هذيك البلاد لانه سفير هذيك البلاد امام المجموعه نتاع السواح اللي يزوروا البلاد. On peut dire qu'un guide touristique représente sa région. Il est un peu comme un ambassadeur pour sa ville vis-à-vis des touristes. Il doit pour cela être digne de sa mission et être au fait de toutes les richesses du site, connaître le patrimoine culturel, historique et naturel. Autre site exceptionnel, celui des gravures rupestres, qui plonge le visiteur dans une ère encore plus ancienne, une ère préhistorique où les gazelles couraient dans des champs de verdure et où cette immensité désertique regorgeait de faune et de flore. Nous avons des sites historiques. Le Qsar, par exemple, a plus de 8000 ans. Nous avons les gravures rupestres, nous avons aussi en parallèle des services et des activités touristiques, que cela soit avec des touristes étrangers ou des locaux. Nous avons des tentes et nous organisons des soirées avec de la musique traditionnelle. Très beau pays, gens très chaleureux, je me sens à l'aise, on a bien mangé, c'était super. On pourrait croire que les journées dans le désert se finissent avec le coucher d'un soleil qui, après avoir réchauffé les cœurs, s'en va se reposer derrière une dune. Mais ce serait mal connaître le Sahara et son ambiance nocturne, car la nuit se réveille un autre monde, celui des chants mystiques au clair de lune.
Eh bien, l'ambiance est assurée. Une exposition collective se déroule actuellement au Cercle France Fanon. Elle se tient sous le thème Trait d'union. Vous y trouverez les œuvres de nombreux artistes venus de tout le pays. Une expo multidisciplinaire. Il y a de la peinture, de la miniature, de la photographie, de la sculpture. Bref, de quoi ravir tous les goûts. La manifestation dure un mois jusqu'au 15 janvier. Nessiba Jaïdir. Une exposition collective qui regroupe pas moins de 76 artistes. Chacun d'entre eux participe avec 2 œuvres d'art. Trait d'union réunit des exposants aux inspirations et aux techniques diverses. On a choisi cette date pour ouvrir et pour accueillir ce beau monde des artistes peintres qui sont de différentes villes, de différents styles aussi. Il y a de la sculpture, la peinture, la calligraphie, l'enluminure, la miniature. Il y a de tout, la photographie aussi. Donc cette exposition, c'est le départ de plusieurs expositions qui vont se succéder. Comme le titre de l'exposition, c'est Trait d'union, je pense que ça explique beaucoup de choses du fait que c'est une exposition qui va nous unir à pouvoir apprendre les uns des autres et promouvoir l'art algérien. À chacun son expression artistique et son support de prédilection. Dans ce champ thématique, ces exposants nous dévoilent bien des émotions. C'est rare de voir une expo avec autant d'artistes qui exposent, mais en fin de compte c'est une bonne chose parce que ça donne vraiment un aperçu, disons, globalement sur un peu la création picturale algérienne. Peintres, sculpteurs, photographes, calligraphes et miniaturistes nous offrent en partage leur passion. Dans cette exposition, plusieurs générations d'artistes. J'ai 14 ans. Je suis très contente car j'ai participé à cette exposition. حاجة جديدة بالنسبة ليا وen même temps مشرفة. Bien sûr grâce à monsieur Omar Khiter et bien sûr mon prof de dessin Lila Bouzidi. Je participe moi avec 2 œuvres, toujours dans le mouvement surréaliste. 2 œuvres comme tout le monde. C'est des œuvres qui englobent des sujets philosophiques. Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, amateurs d'art et collectionneurs étaient au rendez-vous. Je rappelle que vous avez le temps d'y aller jusqu'au 15 janvier. Levée de rideau sur le 13e Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes à l'Opéra d'Alger. 13 pays d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Asie y participent. Des fusions sont également prévues lors de ce festival, en plus des musiques traditionnelles. Camélia Mellal. L'Opéra d'Alger affichait déjà complet. Un public nombreux est venu assister à la première soirée du Festival international de musique andalouse et des musiques anciennes. Le chanteur Hamidou a séduit l'assistance tant par sa voix que par sa musique. Nous ne pouvons qu'être fiers de ce festival. Malgré le peu de moyens, il a pu devenir un important rendez-vous annuel, une manifestation qui a su divertir le grand public. De grands noms de la musique andalouse, d'ici d'ailleurs, ont pris part cette année à ce festival. التقليديه الاسبانيه احنا خدينا من عندهم هذا اللي نقولوا له السيكا هما يقولوا له الفلامينكو. La suite de la soirée a été animée par la célèbre troupe espagnole Zeriab Calo, composée de poètes et de chercheurs qui ont su créer une véritable cohésion entre les artistes des 2 rives de la Méditerranée. العرب كانوا كيتجمعوا مع لي جيتون وكنسميوها السمره. السمر هو الانسترومون والليله كانوا كيجوزوا ليلات مع بعضهم
باش ينساو شويه هاد الهموم اللي كانوا كيجوزوا في الديرنيير ايتاب ديال الاندلس. Le 13e Festival international de musique andalouse et musique ancienne se poursuit jusqu'au 25 décembre à Alger, avec une riche programmation en provenance d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, mais aussi d'Asie. Et c'était la dernière information de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir prêté attention. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur Facebook et YouTube. Les adresses s'affichent en bas de votre écran. Tout de suite, le point météo avec Mina Abed. Ce soir, rendez-vous avec Nadia Medessi pour le journal à 19h. Très bonne journée à tous. Au revoir.